à tous, bienvenue à vous, bienvenue chez vous dans votre espace matinal de tous les jours. C'est Bonjour d'Algérie, nous sommes le mercredi 4 décembre et nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce début de journée. Nous allons vous souhaiter un excellent réveil pour pouvoir passer ce début de journée en notre compagnie. Dans quelques instants, nous retrouverons Rahim Abdelaziz qui nous fera découvrir l'un des plus anciens espaces protégés d'Algérie, classé depuis 2004 par l'UNESCO comme étant réserve mondiale de biosphère. Il s'agit du parc national de Taza. Nous allons également accueillir Amir Nebesh, notre spécialiste mise en cinéma, pour revenir sur un très ancien métier dans le monde du 7e art, le photographe de plateau, un métier qui a du mal à exister de nos jours avec l'avènement des smartphones et puis le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nina Abed, quant à elle, eh bien, elle nous fera découvrir le talent d'une jeune dessinatrice nommée Sarah Medjak. Avec Dalia Mezaguer, nous allons faire le point des bons plans sortis pour le week-end. Et Diartis nous fera découvrir les secrets et les bienfaits de la vitamine C sur notre peau. Surtout que c'est la saison des agrumes, ce sera tout à l'heure dans la rubrique Forme et beauté. Mais avant, n'oublie pas les habitudes, surtout les bonnes. Tout de suite, la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنت. Et la météo aujourd'hui, c'est avec Amel Arrivi. Bonjour Amel. Bonjour Soumaïa, ça Comment va? ça va? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors il fera beau aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la grisaille partout. Ah bah. Allons-y quand même avec le bulletin météo. Oui. Allons-y. Merci Soumaïa. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est la grisaille qui va l'emporter sur une partie des régions nord qu'on peut voir sur la carte. Eh bien, on aura un ciel souvent nuageux sur les régions de l'ouest et le centre, accompagné de pluie. Ces pluies sont parfois sous forme d'averses orageuses l'après-midi, puis une petite amélioration progressive sera en fin de journée vers ces régions. Sur les régions de l'est, eh bien, un ciel voilé, parfois nuageux, avec des pluies durant la journée. Ces pluies seront parfois orageuses, mais en matinée sur les oreilles. C'est toujours une petite atténuation, se fera sentir en fin de journée. La moitié sud, excepté quelques voiles vers le Égard et le Tassili, eh bien, le ciel restera nuageux et voilé avec quelques pluies en matinée sur les oasis. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, également le Sahara central et l'extrême sud. À noter des vents assez forts sur les côtes ouest et centre, pouvant atteindre les 50 km/h. Les températures, quant à elles vont baisser par rapport à hier. Et Météo Algérie a prévu un minimum de 9 degrés du côté de Djelfa, 10 degrés à Al-Biyad, 11 à Sétif, Batna, 14 à Mascara, 15 degrés à Tizi Ouzou, 16 Oran, Alger, 17 degrés à Annaba, 18 à Tlemcen. Au sud, un minimum de 15 degrés du côté de Biskra, 17 à Bécha, 20 degrés à Gardaya, 22 Tindou, 23 à Drar Salah, 26 degrés à Elizi, également Tamanrasset, Janet et enfin le maximum toujours à Bolj, Bedji Mokhtar et Ingezem avec 33 degrés. On va faire toujours un petit tour du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Copenhague, Berlin, Paris, Bordeaux, Marseille, Berne, Rome, également à Budapest, plutôt couvert à Athènes, des pluies toujours localisées du côté de Lisbonne et Madrid. Le mercure, quant à lui, affichera moins 2 degrés le minimum à Budapest, 3 degrés à Bucarest, également à Varsovie, 7 à Copenhague, 6 à Paris, 12 Bordeaux, 15 à Marseille, 13 degrés à Lisbonne, 14 à Athènes, en passant par les 15 degrés à Marseille et Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Amel Arrivi. C'est moi qui vous remercie. Alors vous aimez Hakim Salhi? Oui. Ah bah, Oui. ça tombe bien parce que nous on va écouter une chanson de Hakim Salhi. Ça s'appelle Kabri Qalbek et c'est tout de suite.
Voilà, de retour sur notre plateau et nous allons tout de suite, comme promis, accueillir notre collègue, donc Rahim Abdelaziz, pour nous parler ce matin de l'un des plus anciens espaces protégés d'Algérie. Il s'agit du parc de Taza. Bienvenue à vous, Rahim. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous-même? Ça va, je vous remercie, alhamdoulilah. Alors, il a été créé en 1923. Ce parc est d'une superficie de 3807 hectares. Il offre de magnifiques paysages aux visiteurs, entre côtes donc rocheuses et plages sablonneuses, et puis forêts humides. Ça, nous allons le découvrir dans un instant dans votre reportage. Il constitue l'une des réserves de biosphère les plus importantes en Algérie, n'est-ce pas, Rahim? Effectivement, le parc de Taza constitue une véritable réserve de biosphère de type méditerranéen. Oui. Aujourd'hui, on va marquer une halte au niveau d'une partie intégrante de ce même parc, de cette même réserve. Il s'agit bel et bien de Oued Taza. Oued Taza. D'accord. Alors, il est situé à une trentaine de kilomètres de Gigel, une vingtaine de kilomètres de Gigel, vous dites. Donc, du fait de sa grande richesse et diversité, ce parc est reconnu par l'UNESCO depuis 2004 comme étant réserve mondiale de biosphère. Oui, il a été reconsidéré tout en soyant intégré en tant que réserve de biosphère, grâce à des critères bien précis et des plus rigoureux. Car ce même parc renferme une riche biodiversité à la fois floristique surtout, faunistique et avifaunistique, grâce à la présence de la citelle kabyle, qui a été découverte. C'est un passereau, un oiseau qui pèse une vingtaine de grammes et qui est vulnérabilisé par les activités de l'homme et il risque d'être mis en danger d'ici là. Bien heureusement, la sensibilisation qui a été opérée au niveau des riverains de ces massifs forestiers tend à revivifier ce type de passereau qui est de retour. Et on a remarqué qu'il existe aussi bien au niveau des massifs de Tementout qui sont plus à l'est et qui constituent le contre-champ des massifs de Garouche et de Lgarn qui sont intégrés à cette même réserve. Et aujourd'hui, on va braquer à travers le reportage la lumière sur une partie de cette même réserve qui n'est autre que Oued Taza. Tout à fait. Et Dar el-Oued, tout à fait. Alors, qui abrite une riche flore. D'accord. Vous nous donnez envie de suivre votre reportage, justement, le reportage que vous avez réalisé sur place, à l'ouest de Gigel. Les massifs côtiers de Taza renferment une riche biodiversité floristique, faunistique et avifaunistique. Il s'agit d'une réserve de biosphère des plus vulnérables qu'il faut impérativement protéger des diverses pressions dues aux activités de l'homme. Regardez, c'est signé Rahim Abdelaziz. Le parc ou réserve de Taza fait partie de la chaîne côtière des monts des Babor.
La réserve de biosphère de Taza constitue aussi un véritable réservoir d'eau douce grâce aux importantes précipitations pendant l'hiver. Les forestiers locaux s'interrogent sur les moyens adéquats pour préserver ce milieu naturel vulnérabilisé par de nombreuses pressions anthropiques. Le parc national de Taza a été classé réserve de biosphère en 2004 grâce à de nombreux critères auxquels il a pu satisfaire. Parmi ces critères, nous avons bien entendu la diversité en matière biologique, tout ce qui est faune et flore. Il y a une diversité floristique et faunistique qui donne justement la diversité paysagère à ce territoire. Parmi les divers paysages que nous pouvons observer, nous avons la zone humide qui est à côté, qui est colonisée par une très riche ripisylve. Donc on a ici les peupliers, on a l'aulne, il y a donc toute une diversité floristique. La zone humide de Taza est peuplée essentiellement de feuillus. Il s'agit de l'aire idéale du chêne zen qui affectionne l'humidité. Le chêne zen est accompagné de l'aulne, du peuplier et du frêne. Parmi les paysages, nous avons également le côté montagne. Il y a la haute montagne qui est colonisée par particulièrement le chêne zen. Le chêne afarès en association par endroit avec le chêne afarès. Nous pouvons le retrouver également avec, en formation mixte avec le chêne zen, le chêne afarès et également le chêne liège, comme on peut le retrouver en peuplement isolé. Nous avons également des paysages de moyenne montagne, comme c'est le cas de Sharia, par exemple. C'est tout un autre paysage. Du mont Guerrouch apparaissent Sharia et la mer Méditerranée. Le paysage côtier qui a une diversité en matière de sites, plus particulièrement le système karstique qui est très présent, qui donne aussi cette particularité au parc national de Taza, la réserve de biosphère. C'est ce qui donne un peu la dimension en matière de développement futur et actuel et futur de l'écotourisme, donc des potentialités écotouristiques très très riches. En fait, il y a une étude en cours qui va permettre de créer un autre parc national, c'est le parc national de Babort à Babort. Et puis, il y a eu, de par le passé, le parc national de Taza qui a fait une étude également pour l'extension dans la partie terrestre. Cette extension va jusqu'à la limite de Eregen, donc c'est la limite entre pratiquement la wilaya de Sétif et Djidjel. Et donc l'étude a été faite, qui a donné de bons résultats en matière, ça a permis au parc de connaître une diversité aussi floristique, paysagère. La zone humide d'Eragen. Dans l'étude qui a été faite, Selma est totalement à l'intérieur du parc national de Taza. Sachant qu'actuellement, le parc national, les 3807 hectares de superficie de son territoire, intègre 50% du parc relève de la commune de Selma Ben Ziada. Les massifs de Guerrouch et Jbel Garn dans la région de Selma sont partie prenante de la réserve de Taza. Voilà, le parc de Taza qui est considéré comme unique dans le bassin, finalement, dans le bassin méditerranéen, de par sa diversité, mais c'est un milieu très vulnérable, l'écosystème étant très vulnérable, il faut absolument le préserver et le protéger, vous dites, Rahima Tlati. Le parc de Taza est
est soumis à de fortes pressions anthropiques, dues essentiellement à l'activité de l'homme. Taza, l'Aouana et les hameaux tels que Shri'a, qui côtoient de près les frontières de la commune de Selma Ben Ziada, a tendance à enregistrer une population galopante. Et qui dit population galopante, dit activité humaine, dit urbanisation, dit aussi vulnérabilisation des sites forestiers. Des sites forestiers qui renferment à leur tour cette même biodiversité à la fois faunistique et avifaunistique. D'où sa vulnérabilité, plutôt sa vulnérabilisation. Comment protéger ce mini-complexe de biodiversité, soumis aussi au phénomène du réchauffement climatique qui a tendance à prendre de l'ampleur. Surtout qu'on assiste ces dernières années à l'absence de précipitations en matière de pluviométrie. À savoir que cette même région des Babors, c'est l'une des plus arrosées au niveau de la rive sud de la Méditerranée. Et il faut comprendre également que la réserve de biosphère a été retenue en tant que telle grâce à un critère qui a été considéré comme étant un hotspot, c'est-à-dire cette même région est considérée aux yeux des biologistes en tant que hotspot, c'est-à-dire un point chaud qui a la capacité de réguler le climat au niveau de cette partie de la Méditerranée. Carrément. Alors, il abrite de considérables richesses biologiques. Et certaines des espèces qu'abrite ce parc de Taza ont été citées dans le reportage. Donc, il y a aussi des mammifères, il y a le singe magot, le macaque, et puis de rares espèces telles que la citette kabyle. Vous l'avez cité en début donc, de votre Et des rubrique. rapaces également. Et des reptiles Tels que également. le vautour percnoptère, qui est aussi vulnérabilisé par les déchets urbains qui sont jetés ça et là au niveau de ces mêmes massifs. Les déchets d'origine médicale, surtout. Essentiellement. Qui font des ravages sur... Bien sûr, on a trouvé des loups morts, justement intoxiqués par ces mêmes déchets. D'accord. Donc c'est ce qui fragilise finalement aussi cet écosystème. Un C'est écosystème. ce qui le rend très vulnérable. Un écosystème, un écosystème vulnérabilisé également par le braconnage. Le braconnage et le charbonnage. Et le vol du liège. Oui. Qui vulnérabilise. Et il faut savoir qu'on assiste à la présence de nombreuses subrés, c'est-à-dire des forêts de chêne-liège. Tout à fait. Et de chêne-zen également. C'est le chêne-liège qui est plutôt convoité, grâce au liège, à l'hiver qu'il génère, la récolte de l'hiver. Il faut savoir aussi que le quintal du liège, il pèse plus de 100 €. D'où sa convoitise, d'où la destruction des subrés. Alors, il faut savoir aussi que le parc de Taza comprend plusieurs ensembles naturels. Nous avons pu découvrir, grâce à vous, en images, une partie du parc, justement, de Taza. Alors, le massif forestier, il y a aussi le massif forestier de Grouch. Il y a 9 km de plages et de corniches, de multiples grottes, des falaises. Donc, c'est d'une importance, c'est-à-dire... C'est un lieu de d'une richesse impressionnante, j'allais dire. Oui. J'ai retrouvé le mot. La réserve de Taza répond à tous les critères en termes d'écotourisme. Tout à fait.
d'écotourisme. Des potentialités écotouristiques importantes. Dans le reportage, c'est justement souligné. Et comment éviter justement le tourisme de masse qui est Voilà. à l'origine Là est de la la grande dégradation du site. Et là, il faut faire appel à la sensibilisation et des touristes et des riverains. Et puis ceux Pourquoi? aussi qui Parce qu'on a, organisent les on a virées assisté touristiques. à la dégradation, par exemple, prenons le cas du Tassili ou du Hogar, ils ont failli être, c'est des sites qui ont d'importance internationale, qui ont failli, à cause du tourisme de masse, failli perdre leurs critères de classement en tant que tel, en tant que parc, grâce à la dévastation de nombreux sites. Et il faut savoir que le parc de Taza renferme également une richesse archéologique d'importance méditerranéenne, liée surtout à l'époque antique, romaine et pré-romaine. On assiste à la présence du site de Shoba. Shoba qui est l'ancienne Ziema. L'ancienne Ziema, durant l'Antiquité, marque aussi la route de Sisyphus à travers les Babars, en passant par Ain Kbira, c'est Sisyphus, qui était la capitale de la Mauritanie sétifienne. Et d'où le multiple faciès de cette zone qui répond à pas mal de critères, aussi bien en termes de tourisme écologique, que tourisme historique, archéologique, ou en termes de biodiversité. Comment justement protéger une telle richesse qui a tendance à être vulnérabilisée, aussi bien par l'homme, qui est un acteur direct dans la vulnérabilisation De ces sites, oui. de cette zone, Comment la préserver? Et on pense aussi classer tous les Babars en tant que réserve de biosphère. C'est à l'étude, c'est jouable dans le sens où cette grande région méditerranéenne répond aux critères retenus par les instances internationales auxquelles l'Algérie a adhéré et a signé des traités. Quant à cette préservation. Tout à fait, l'importance. Et de la l'Algérie a richesse été également leader de cette... en termes de classement de ces richesses. Même les Babars, ils ont été classés en tant que parc. Les Babars qui avoisinent le parc de Taza ont été classés en 1919 en tant que parc, grâce justement à sa riche biodiversité. On assiste à l'association de deux espèces floristiques, telles le sapin de Numidie et le cèdre. Pardon. D'accord. Donc on assiste à une très riche et variée flore de type méditerranéen qui en voie de... Disparition? Pas de disparition, mais... Sur quelques superficies. On a perdu pas mal de... Ah voilà. Comment sauvegarder ce qu'on a aujourd'hui? C'est là la problématique. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous tirez la sonnette d'alarme, histoire de sensibiliser quant à la protection de cette richesse. Sans pour autant être partie prenante. On sensibilise. C'est un peu notre rôle, le rôle des C'est médias le également. rôle, oui. C'est un média lourd et il remplit une fonction publique. D'accord. Merci beaucoup. Espérons que ça va aboutir d'ici là. Voilà, vous avez parlé des richesses, donc on rappelle les potentialités écotouristiques très riches qui font du parc un terrain propice pour développer l'écotourisme, mais encore faut-il donc éviter le tourisme de masse tout en donc protégeant cette réserve de biosphère qui est d'importance méditerranéenne. Exactement, et mondiale également. Qui dit méditerranéenne mondiale. Voilà. Merci beaucoup Rahim. Je vous en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec on va marquer une autre halte un peu plus haut, c'est-à-dire
on va investir les monts des Babors Bah voilà. pour découvrir justement ces autres espèces qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Découvrir D'autres. aujourd'hui. Bah voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous en C'était prie, fort c'est moi. intéressant. Merci Rahim. Quant à nous, on continue. Notre émission vient tout juste de commencer. On continue en musique encore avec une chanson de Kader Japoni et Imzad. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبار. في هكار نتلاقى وعلى باصي لي غنى لا إله إلا هو تعالم القدر. حليت عيني وعلى كتابي وفهمت الميساج ولا إله إلا هو عالم الكبار. في الدار نتلاقى وعلى راسي اللي خلاها plateau, sur le plateau de Bonjour d'Algérie, on accueille tout de suite notre spécialiste maison cinéma. Il s'agit bien évidemment d'Amir Lebache. Bonjour Amir. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va et vous-même? Super, merci. La pêche.
Un peu, oui. Alhamdoulilah, tant mieux. Alors, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler des photos prises lors des tournages de films et également des vieux films algériens qui ont utilisé cette technique. Il s'agit d'un métier à part entière, le métier de photographe de plateau. Avant, c'était un métier qui existait. Aujourd'hui, il tend à disparaître. C'est un métier qui n'existe pratiquement plus, surtout avec l'avènement des smartphones et puis le développement des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on a pratiquement plus besoin de faire les choses comme avant, juste besoin de son smartphone et on est... Oui, c'est vrai qu'on n'utilise plus les mêmes peut-être techniques, parce qu'aujourd'hui, on arrive à immortaliser des moments ou des séquences d'un film ou une scène d'un film à travers juste une prise, à travers ou en outillant justement un téléphone portable, un smartphone. Un selfie ou une photo. Oui, mais il faut se dire que pourquoi j'ai eu un petit peu cette idée de parler de photographie de plateau, parce que en fait, si vous venez aux archives de la télévision algérienne, quand vous accédez au département des archives, vous passez par un long couloir, là où il y a des photos au noir et blanc qui sont accrochées au mur. Et, ça vous a interpellé. Et en les regardant ces photos, bien sûr, on a toutes les scènes, en fait, pas toutes les scènes, hein, quand je dis toutes les scènes, la majorité des scènes du film La Nuit à peur du soleil, qui a été fait en 1965 par le grand, bien sûr, Mustapha Badia. En fait, c'est une sorte de... Voilà, c'est un film iconographique. Moi, j'aime bien le mot, parce que, en fait... En voyant les photos, si elles sont mises en chronologie, en ordre chronologique, vous avez le film de Mustapha Badia. Et ce qui est bien, c'est que ces images-là sont fidèles à l'atmosphère du film, à la lumière du film, bien sûr à la direction photo du film. Donc, et puis, bien évidemment, on a les différents comédiens qui ont pris part dans ce film, à l'instar de Djeloul Bachjarrah, de Agoumi, de Mustafa Keteb, de Yasmina et tous les autres, parce qu'il y avait une pléiade de comédiens et de comédiennes qui ont travaillé dans ce film, qui a la version initiale, elle est de 4 heures, et puis la version qui a été présentée aux spectateurs et notamment aux téléspectateurs de la télévision nationale de l'époque, qui faisait 3 heures. Donc c'est le premier long métrage algérien, c'est un film très classe. Ouais. On l'a toujours qualifié de film classe, parce que c'est un film qui est très maîtrisé sur le plan technique. Et puis, bien évidemment, quand on parle du jeu des comédiens ou de la thématique, il n'y a rien à dire. On parle aussi de cette fresque historique en 4 parties. Il y a bien évidemment l'avant-guerre, pendant la guerre et l'après-guerre, et puis le rapport de la classe, justement, aristocrate avec la guerre. Et puis il décrit également les aspects de l'injustice, de l'oppression coloniale également. Oui, bien sûr, pas que ça. Et le film est beaucoup plus profond que cela. Ouais. La Nuit à peur du soleil. Mais avant d'arriver au film, peut-être j'ai juste envie de dire que à cette époque-là, c'est une date importante, c'est une date charnière, parce que l'Algérie avait décroché et arraché son indépendance. On était en 1962. Il fallait absolument faire des films. Et à l'époque, il y avait bien sûr ceux qui étaient dans ce fameux groupe Farid au Maquis, à la Wilaya 1. Bien sûr, je pense à M. Ahmed Rajdi, je pense à René Vautier, je pense à Mohamed Lakhdar Hamina et tout. Donc, quelque part, il y avait une sorte d'envie de faire des films sur la Révolution, sur l'Algérie, sur son parcours, sur bien sûr l'histoire de cette Révolution et de cette indépendance. Sur les souffrances du peuple algérien engagé dans ce combat. Il y avait une sorte de restructuration, du cinéma. Vous savez que la télévision algérienne avait recouvert son indépendance aussi, donc on avait des techniciens ici à la télévision. Et pour Mustapha Badia, c'était justement attaquer ce grand film là on est en train de voir des photos justement prises lors du tournage. Du tournage du film. Oui, ouais. Là il y a Djeloul Bachjarrah aussi qui est dans cette photo. En tout cas, je continue en disant que il y avait une restructuration obligatoire. Peut-être, c'est clair, parce qu'il fallait défendre la culture algérienne, reconstruire tout ce qui a été déconstruit par le colonialisme. Et là, ce qui est important, c'est que
on était dans une sorte de dynamique positive comme ça qui a bien sûr qui motivait tous les cinéastes, à l'instar de Mustapha Badi, de René Vautier, de Hamina, et puis il y avait aussi des cinéastes comme Rajdi, très jeunes aussi, qui ont commencé à faire des films. Et on a des films comme La Nuit à peur du soleil, on a des films comme Une si jeune paix de Jacques Charby, on a un petit peu peut-être le départ prématuré de Chenderli Jamel, qui est un excellent cinéaste, mais malheureusement, voilà, après juste l'indépendance, on l'a plus revu, alors que lui, il a fait de magnifiques films comme Yasmina, Les fusils de la liberté. On a René Vautier aussi qui a travaillé sur des images prises lors des combats. Lui avec bien sûr Pierre Clément, Lobodovitch, etc. C'est pour vous dire que finalement, toutes les images relatives à notre histoire constituent justement une mémoire collective. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à deux personnes. Il s'agit bien sûr de Bessah Medzine, qui est un ex-collègue de la télévision nationale et qui a contribué lors du tournage justement de La Nuit à peur du soleil. Il était très très jeune et je crois qu'il y a une grosse partie de ces photos qui ont été prises par lui. Chez lui à Bouzria, moi j'ai eu la chance de partir un jour chez lui. Et il me montre complètement un trésor iconographique. Je dis, mais c'est une cinémathèque iconographique. Ça mérite d'être exposé quelque part tout le temps. Pour que les jeunes d'aujourd'hui, les universitaires, peuvent travailler justement sur cette mémoire cinématographique si importante. Voilà, il y a eu je me rappelle très très bien qu'il y a eu la commémoration du 28 octobre de l'année passée, là où il est venu faire une exposition et tout le monde était là à découvrir des photos époustouflantes, incroyables, des tournages, pas que de La Nuit à peur du soleil, beaucoup de films. Je pense aussi au film La Voix de Mohamed Slimri, plein de films. Et la deuxième personne, c'est Lies Meziani, qui nous a quittés en février 2018. C'est une personne que j'ai rencontrée et que c'était l'un de mes premiers invités dans l'émission cinéma que j'animais. Et lui, avec sa sacoche, tous ceux qui se rappellent ou celles qui se rappellent de Lies, c'était quelqu'un qui portait sa sacoche avec son appareil photo. Il faisait tout, vraiment tout, pour collecter des images, des affiches de films, des scènes comme ça de films, etc. Il les collectionnait et il arrivait à faire avec des expositions, il arrivait à faire des débats autour de cela. Il nous a quittés malheureusement, c'est une partie de notre histoire qui nous a quittés, parce que Lies était un passionné de la photo, notamment celle relative au cinéma. C'est pour vous dire pourquoi aujourd'hui j'en parle encore, parce que ces photos-là, elles sont précieuses. On peut profiter bien évidemment de la numérisation, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez une photo pareille, elle immortalise un moment d'un film. Et puis quand vous partez sur les sites de cinéma, ou si vous partez sur le site même du film La Nuit à peur du soleil, vous ne retrouverez pas ces photos. Ces photos, elles ont été prises par Yazid Daït Mahiddin, qui me les a envoyées parce qu'il est parti hier faire ce petit travail iconographique de photographe. Voilà, amateur, improbable. Un autre passionné également. Et là, c'est l'affiche, regardez comment elle est magnifique. Je ne sais pas si on peut la revoir, l'affiche, s'il vous plaît, à la régie. C'est la dernière image. Regardez, on n'en fait plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver ces films qui font des affiches qu'on retrouve placardées sur les salles de cinéma ou dehors dans les espaces publicitaires. Elle est magnifique, elle est dessinée. Et justement, j'allais dire, donc la photographie de plateau servait également à communiquer, à promouvoir le film, à faire aussi, à concevoir ces affiches, les affiches des films. Moi, peut-être que c'était l'ancêtre du making-of. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un petit peu. L'ancêtre du making-of, oui, parce que vous savez, aujourd'hui, ce qu'on retrouve plus aujourd'hui, c'est ces magazines, ces revues qui traitent du cinéma.
Là, on trouve de la critique cinématographique, des observations, des remarques, voilà, des avis. On ne retrouve plus. Avant, on avait des revues comme ça, notamment qui ont été même confectionnées, fabriquées, enrichies à la télé. Oui. Et dans un support papier écrit, etc., la photo avait toute son importance. Vous prenez une revue, vous voyez votre comédien, votre acteur, voilà, avec une photo faite par des professionnels, ça rehausse réellement l'impact ou le travail d'une revue. Aujourd'hui, ça n'existe plus malheureusement, encore une fois. Donc c'est un petit peu ça, ça servait à ça. Mais ça servait aussi à faire des brochures sur les films, à envoyer des dossiers presse. Ça servait aussi pour immortaliser, encore une fois, des moments forts lors du tournage. Lors du tournage, voilà, parce que c'est un support très, très facile à distribuer, à transmettre. Tout à fait. On va voir un extrait du film. Oui, l'extrait, vous savez, soleil. c'est un film de 4 heures à la base. Hein, je disais bien, il a été fait en 35 mm, avec une technique, on est un peu dans le format égyptien, parce qu'à l'époque, les Algériens étaient très très fascinés par le cinéma égyptien, mais on est également dans un modèle, j'allais dire, hollywoodien, soviétique aussi. C'est un cinéma assez particulier. Vous allez voir les images du film, vous allez voir Agoumi super classe, la musique jazzy, etc. On regarde et on revient juste après. Merci. Alors, c'était fabuleux. Non, c'est un film à regarder, à voir. Je crois À voir et à revoir. On l'a vu plusieurs fois. Non, je pense pas. Je pense pas parce que c'est un film qui n'a pas été très diffusé en fait. Oui, mais je pense que moi j'ai eu l'occasion de le voir en tout cas et de le revoir. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent le voir. Je sais qu'il y a un travail immense au niveau de la numérisation. Il est prévu par le CNCA, voilà, le CNCA a prévu de faire une copie numérisée. Et puis ici, au niveau des archives de la télévision nationale, il y a un travail qui est en train de se faire, je les encourage, avec bien sûr la collaboration de la Cinémathèque, du CNCA. Et puis, aujourd'hui, il y a une copie qui est disponible sur YouTube, en 4 ou 5 parties, je pense. C'est pour ça que j'invite, moi, toujours les jeunes, parce qu'ils sont toujours sur des supports numériques, les jeunes. Ils sont toujours sur YouTube. Vous les voyez le soir, comme ça, avec leur smartphone, ils regardent des films. C'est bien de faire un tour et voilà, pour voir des films oui, algériens, La Nuit à peur du soleil. Voilà. C'est un très, 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 très beau film. Juste après, bien sûr, Mustapha Badia nous fait complètement un feuilleton époustouflant, magnifique, que j'adore beaucoup. C'est bien sûr Dars Betar avec cette histoire... cette adaptation de Mohamed Dib, et c'est là où on a découvert justement Chefia Boudra, avec Omar, Petit Omar et tout. Et ça, c'est toujours la signature de Mustapha Badia. Je rappelle juste que Mustapha Badia avait commencé dans le théâtre, à l'opéra, je crois, l'opéra arabe, on appelle ça comme ça, oui, l'opéra d'Alger. Non, le théâtre arabe de l'opéra d'Alger, je ne me trompe pas. Après, il a switché, il a transformé sa carrière à la télé, au cinéma, et voilà. Et parlons de théâtre. Je pense que vous voulez qu'on parle de cette avant-première d'un ami qui s'appelle Kamel Yaïch. Il est réalisateur. Il a fait 2 films. Cinéma, bien sûr, Mista, La Voix des Anges. On l'a vu il y a une année de cela au sein du festival du film d'Alger, le film engagé. Et avec sa femme, Ania Sirouti, Ibrahim Chergui, nous font Le Moineau. Notre collègue tout à l'heure va en parler pour l'agenda culturel, bien sûr, c'est une sortie prévue, c'est une avant-première au TNA. En tout cas, c'est juste pour dire que, pour parler de Kamel, j'ai envie de dire que pour Le Moineau, il a vraiment travaillé pendant des heures et des heures, voire des mois, pour nous présenter justement cette pièce théâtrale qui parle... c'est du tragicomique qui parle d'un comédien qui est seul, qui est dans la solitude et qui s'en prend à une femme parce que cette femme-là, elle lui a juste... on se retrouve
Vous m'écoutez là? Oui. Ça va? Bien sûr. Je tarde pas, j'espère. Mais non, Moi, pas quand du je parle, tout. j'ai tendance à m'oublier. Mais Je suis en si train de raconter le synopsis de la pièce théâtrale. Ce n'est pas intéressant parce que les gens, Mais j'espère si, qu'ils c'est vont la très découvrir. intéressant, je vous écoute avec beaucoup Voilà. d'attention. Amel Bech, comme à chaque Voilà, fois. voilà. Allez-y. C'est bon, moi j'ai fini, hein, je pense. Vous avez fini, On a vous tout avez- dit. Voilà, on va encore donner l'info lors de la rubrique Bon Plan Bien tout sûr. à l'heure. Bien sûr. Et voilà, donc c'est pour rappeler juste, ça parle de cette femme, de cette vieille femme solitaire. Non, qui- c'est le comédien qui est solitaire, il s'en prend à cette femme justement voilà, parce qu'elle a eu juste le malheur de D'annoncer- mentionner de donner son numéro nom de et son numéro de téléphone, téléphone dans un journal. Oui. On n'en dira pas plus parce que il faut la voir la pièce. Il faut la théâtrale voir, de- la pièce. de Et la notre ami générale aura Kamel lieu Yaïch. demain, donc Ouais, demain, ouais. 5 décembre. Exactement. Voilà. Donc vous aimez le jazz, Amir? Ouais, oui, j'adore. Vous aimez le jazz? On J'adore, va suivre j'adore. justement le Du reportage. John Coltrane, de Maya Amrani, j'en dis pas On va plus. parler- Ça parle de modern jazz, hein. C'est un mélange de jazz contemporain et bien sûr de danse classique. On va découvrir tout de suite ça en images. C'est signé Maya Amrani ce matin, regardez. Super. La danse classique reste la base de toutes les danses. C'est l'élévation et la recherche de la perfection. En modern jazz, il y a une plus grande liberté du corps. Ainsi, on danse plus avec les jambes fléchies et plus près du sol. Cela permet une mobilité des épaules, du bassin et de plus grands déplacements. Le modern jazz, c'est un style, c'est un ancien style, c'est un mélange de jazz, du contemporain, de la danse classique et aussi du moderne. C'est un style maintenant qui est en tendance. On voit beaucoup plus dans les clips, dans les films, par exemple sur les Can Dance, Step Up, les clips beaucoup plus. C'est un style, c'est un mélange de danse classique, c'est à base de la danse classique. La singularité de cette danse réside dans ce mélange surprenant entre l'énergie et la décontraction presque nonchalante. C'est à partir de là qu'on danse. Après, le modern jazz, il y a un peu de hip-hop, il y a du contemporain, c'est un style ouvert. Ça a été créé comment? Par qui? Ça a été créé dans les années, c'est au début de 1920, il n'y avait que la danse classique. À partir de là, c'est Martha Graham, il y avait aussi de Pina Bausch. Après, il y a plusieurs compagnies qui ont créé, qui ont fait une richesse, qui ont fait un mélange de... Parce qu'avant, il n'y avait que le ballet, que la danse classique. Et à part ça, après, il y avait le jazz. Le jazz, avec la musique, il y a une danse aussi. Le modern jazz peut procurer un véritable bien-être. Cette danse s'adresse à tous ceux qui souhaitent libérer leur esprit, leur tension et ressentir la musique tout en se dépensant. Idéal pour les enfants, ceux-ci apprennent à travailler leurs appuis et à mieux développer leur corps. C'est une chorégraphie, c'est à partir c'est le coach qui décide, voilà. Et par rapport aux capacités des danseurs, les danseurs, on a parfois, on fait des improvisations, on laisse les danseurs se montrer leur talent. Allez la vie. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Ouais. Et vous pratiquez cette danse depuis combien de temps? Je pratique depuis 3 ans, Sylphide, mais j'ai fait 8 ans de danse classique. D'accord. Il fallait passer par là. Oui, c'est ça. Et vous aimez? Quelle est la danse qui vous attire le mieux? Je préfère modern jazz puisque je trouve que ça bouge plus que classique. Je me retrouve mieux dans cette danse. Donc je préfère. Moi, c'est Sophia. Ça fait 2 ans que je suis ici et j'ai fait 3 ans de danse classique avant. C'est pour moi modern jazz. Que vous faites ici. Et ça vous plaît? Oui. En fait, ce que j'aime dans le modern jazz, c'est qu'on peut être libre dans les mouvements. Danser. Ça fait 4 ans que je fais de la danse moderne et 4 ans aussi que j'ai fait de danse classique. J'aime bien la danse moderne parce qu'en fait on est relâché dans les mouvements et on bouge aussi. Voilà. Tu avais quel âge quand tu as commencé? 4 ans? J'ai fait 4 ans? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Ah ben très bien. Ça veut dire que tu as maintenant 7 ans? Oui.
Très bien. Et tu aimes la danse? Oui. Oui. Tu fais aussi la danse classique? Oui. Donc tu fais les deux? Oui. Très bien. Abrégé danse classique. Quand il faut élever le niveau, il faut quand même essayer de faire des mouvements durs. Et je remercie le prof. La danse moderne jazz se veut harmonieuse, sensuelle et même acrobatique. C'est un rythme très sportif et considéré comme un sport qui présente toutes les formes de danse se mélangeant avec le jazz et le rythme afro-américain. De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, dernière ligne droite, on accueille nos belles rubricards. Bonjour, Bonjour, mais ça va? Ça va et vous-même? Ça va, je vous remercie. En forme? Ça va, ça La va. pêche ou l'orange aujourd'hui? Plutôt l'orange ce matin. Super. Et puis Dalia Mezaguer, la belle Dalia Mezaguer, comment ça va? Bonjour Sonia, très bien, merci et vous? Bonjour Dia. Bonjour Dalia. Alors ça va? Oui. Vous avez la pêche aussi? Oui. Parce qu'on va parler de vitamine C, d'orange, ça se froid, la grisaille. C'est le moment, hein, c'est la saison des agrumes. Aujourd'hui, exactement. Voilà. On va en parler. On va en parler dans un petit moment, tout de suite après la rubrique Bon Plan, présentée par Dalia Mezaguer. Et pour sortir et s'amuser en famille, en vacances, en week-end ou pour le reste de la semaine, Dalia Mezaguer vous conseille, alors, entre spectacles, cinéma, loisirs, visites, balades, sport, bref, elle fait le tour des bons plans, une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges, avec des infos utiles, bien évidemment, surtout quand on a des enfants. Et les bons plans sortis pour le week-end aujourd'hui, eh bien c'est avec vous, Dalia, comme à chaque fois d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bienvenue à vous. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? On commence par un programme qui est gratuit et ouvert à tous. Oui. Donc, le programme s'intitule Savoir et culture pour tous. C'est une conférence qui sera donnée par l'auteur Abdelrahman Khalifa, qui va parler de son livre, donc la chronologie de l'histoire de l'Algérie. Voilà, tout à fait. Donc, ça retrace justement l'histoire de l'Algérie par les dates. Et ce livre montre les différentes civilisations. Oui. Les différentes civilisations et les dates qui en découlent justement depuis des millénaires, donc depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Exact. Donc le grand public est invité à rencontrer cet historien samedi 7 décembre à partir de 15h. Et ça se passe justement au centre d'études diocésain des Glycines, à Alger. Voilà, donc c'est à partir de 15h, samedi 7 décembre. Et c'est dans le cadre de Savoir et culture pour tous, un dans programme... le cadre, oui, d'un programme gratuit, Savoir et culture pour tous, que l'historien donnera sa conférence pour parler justement de la chronologie de l'histoire de l'Algérie. Voilà, il va annoncer également, il va parler également de son deuxième livre, son second livre, Alger l'a bien gardé. Et ça, il va en parler plus tôt dans la semaine. Oui, voilà. Donc, la chronologie de l'histoire de l'Algérie, c'est pour le samedi 7 décembre. Et puis, il va parler de son livre... demain? Oui, demain, tout à fait, jeudi. Jeudi plutôt dans la semaine, demain. Et voilà, ça se passe à partir de 18h. Et ça sera suivi justement d'une vente dédicace. Voilà, on est en train de voir... son second livre. Ça, c'est, oui, la photo de l'historien Abdelrahman Khalifa. De l'auteur du livre également. Tout à fait. Voilà. Voilà. Alors, et puis, on a autre chose évidemment. On a autre chose pour les enfants. Pour Oui. ce mois de décembre, ce qui est programmé, c'est un théâtre d'ombre chinoise. Magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça va aider justement les enfants à développer leur côté imaginaire. Donc voilà, on voit ce que on est en train ça de voir donne. une belle image. Ce qui est bien, c'est que pendant cet atelier, c'est les enfants qui vont confectionner eux-mêmes justement leurs petites figurines. Oui. Donc on leur donnera des feuilles de papier noir, comme ça, et 2 histoires justement qu'ils auront à développer. Ils vont créer leurs propres figurines, donc ils vont créer leur propre théâtre d'ombre chinoise, et ils pourront jouer justement avec les ombres, les lumières, développer leur imaginaire. Ça me rappelle un petit souvenir.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand on était plus jeune et que nos parents de temps en temps nous racontaient l'histoire en mettant de la lumière exactement et en essayant de mimer des animaux. Et des... Oui, c'est amusant. Bien sûr, c'est amusant. Oui, tout à fait. Avec des formes, on fait ça avec l'éléphant, la girafe. On fait ça avec les mains déjà, exactement. Aujourd'hui, on le fait quand il y a une coupure, une panne d'électricité. Avec une bougie. Et qu'il y a la bougie. Exactement, une soirée aux chandelles, au cinéma. Exactement, tout à fait. Donc alors, les enfants pourront s'amuser à créer ça. Et puis même chez soi, c'est facile de recréer parce qu'il suffit d'avoir une feuille de papier calque, justement, une torche et une feuille noire et découper et puis faire ça. Donc l'atelier, ça va justement les initier à développer ce côté-là, voilà, leur créativité. Et c'est prévu, donc cet atelier est prévu en après-midi chaque dimanche du mois de décembre. Chaque dimanche jusqu'à la donc fin le 8, le 15, le 22 et le 29 décembre. Tout à fait. À l'initiative des ateliers Ifro Design. Tout à fait. Voilà. D'accord. À Alger. Voilà. Je précise que c'est au boulevard Colonel Krim Belkacem pour les gens qui ne savent pas où ça se passe. Tout à voilà, fait. c'est dit. Voilà. Et on continue avec le concert événement. Oui, le concert événement qui sera donné demain soir, jeudi, à l'hôtel Mazafran. Donc c'est l'Afrique qui chante la paix. Qui chante pour la paix. Et il y aura 7 pays africains qui seront présents et qui chanteront autour de ce thème. Dans l'Algérie. Dans l'Algérie, voilà. Mais j'allais citer les pays, dire qu'il y aura le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Mali, Madagascar et enfin justement l'Algérie qui vont chanter pour la paix et qui chanteront justement les artistes de ces 7 pays présents. Ils vont chanter en avant-première et en chœur, tous ensemble, une chanson intitulée « Si tu veux la paix ». Voilà, ça se passe à l'hôtel Mazafran et c'est à partir de 20h. Le public est cordialement invité à participer à cet événement. Excellent. C'est un concert événement. Et donc, et puis voilà, on passe à tout autre type de bons plans. C'est assez varié cette semaine, donc vous avez le choix. Il y a aussi une formation qui est prévue pour les amateurs de ce qui est manuel, donc une formation pour la création de savon artisanal. Ah, super, j'adore ça. On est en train de voir ça en image, justement. Voilà, donc les différents types de savons, donc autant le savon dur que les savons mous. Le savon mou, ce qu'on appelle aussi savon dzaïr, le savon noir. Donc cette formation de fabrication de savon artisanal est prévue pour ce week-end. Donc elle se fait en 2 jours, les 6 et 7 décembre. Et ça se passe à la ferme pédagogique de Zeralda. Ah, génial. Voilà, toute la journée, c'est de 9h à 16h. Donc ce programme comporte 2 volets. Donc le vendredi 6 décembre, ce sera pour les savons durs. Parfait. Le vendredi 6 décembre. Et puis le second jour de la formation, le samedi, c'est prévu pour les savons mous. C'est intéressant pour les personnes qui sont adeptes des produits bio, etc. On peut en plus utiliser plusieurs ingrédients de cuisine, des pétales de rose, etc. Pour ceux aussi qui veulent se reconvertir. Absolument. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui veulent se reconvertir. C'est en vogue aussi, très en vogue. Tout ce qui est bio. J'allais dire les produits bio. La phytothérapie également, ça revient. On revient un petit peu aux sources, j'allais dire. C'est assez intéressant. Ça nous permet de nous ressourcer et de profiter du bienfait du nutriment ou de l'actif lui-même. Exactement. L'état naturel. Exactement, l'état naturel. Oui. On va en profiter justement. Vous avez parlé de la braderie. Oui, la 7e édition. La 7e édition. On va voir ça en images. Oui, très bien. Et on revient tout de suite après pour d'autres bons plans pour le week-end. Alors, la 7e édition de la Grande Braderie d'Alger à La Sablette, c'était samedi dernier, donc samedi 30 novembre. Samedi 30 novembre, c'est la première fois que ça se passait aux Sablettes. Voilà, ça s'est déroulé aux Sablettes, donc c'est dit, le samedi 30 novembre dernier. Et c'est signé Sabrina Khlifi ce matin, regardez. Le temps d'une journée, une grande braderie s'est tenue aux Sablettes d'Alger. Une occasion pour les 40 exposants ainsi que pour les acheteurs de faire de bonnes affaires. C'est pas la première fois, on est à notre 7e édition, mais pour la première fois sur un espace pareil, ouvert au grand public et facile d'accès. Ça rassemble différents profils, ça peut être des professionnels qui souhaitent déstocker, comme ça se fait partout dans le monde, déstocker des vieilles collections pour faire de la place aux nouveaux arrivages.
Ça peut être vide-grenier, vide-garage, ça peut être des artisans, ça peut être des bijoutiers, enfin peu importe, des personnes qui souhaitent communiquer et ramener, se faire connaître et ramener de potentiels clients ponctuellement. Les étals sont garnis de tout type d'objets d'occasion et des objets neufs. On y retrouve des chaussures, bijoux, vêtements et même des jouets. Aujourd'hui, on est là pour présenter une marque, concept est simple, à des figurines en 3D qu'on propose pour les enfants. Ils adorent ça et c'est la première fois où ils peuvent colorer, mais en volume, en 3D. Ça leur permet aussi d'apprendre mieux les profondeurs. Je suis savonneuse, je fabrique du savon artisanal. Et tous nos produits sont à base de produits naturels et bio. On expose nos produits, on fait du savon artisanal à base de produits naturels. Et on a plusieurs catégories de savons pour tout type de peau. Comme vous voyez ici, on essaye de présenter nos savons pour des peaux, différentes peaux, ça dépend. On a des peaux sensibles, peaux matures, peaux grasses, pour les problèmes, ceux qui ont des problèmes acnéiques. Donc on essaye de varier nos produits. Afin de passer une agréable journée, les organisateurs ont prévu beaucoup de surprises. On a essayé un petit peu parce qu'après, au-delà de faire un espace de vente ou de communication, il faut que ça soit une belle journée. On est en week-end, les gens se promènent en famille. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Là, les exposants sont contents, mais les visiteurs doivent aussi trouver leur compte en termes de loisirs, que ce soit pour les grands ou pour les petits. Les sucreries, évidemment, les bonnes odeurs, quelque chose qui fait un petit peu voyager l'espace d'une journée. C'est important que tout le monde y trouve son compte. On a essayé de faire quelques petites choses sympathiques et qu'on voit un petit peu ailleurs, qui ressembleraient à des jeux de fête foraine. C'est pour ajouter un petit côté ludique pour que les personnes puissent jouer en famille. Voilà, se challenger, ça peut être marrant. Et après, pour remercier les exposants qui nous font confiance pour cette première édition, il était important de marquer un petit peu le coup, comme ça peut se faire aussi. L'idée, c'est vraiment d'essayer de changer un petit peu. On a vu des paellas géantes, des moules frites, par exemple, braderie à l'étranger, etc. Et là, nous, étant donné par rapport à notre culture et au pays, on a décidé de faire une shorba géante et on va en offrir à tous les exposants. Une occasion pour les grands et les petits de partager un moment de divertissement et de détente dans une ambiance bon enfant. Voilà, de retour sur notre plateau. J'étais en train de discuter avec des artistes. On parlait de vitamine C. Oui. Toujours de bienfaits de vitamine C. Je voulais avoir une idée sur les recettes de grand-mère qu'elle va donner avant, mais elle voulait. J'étais impatiente. Oui, voilà. On va patienter quelques minutes. Voilà. Alors, on continue. D'artistes, je serai à vous dans quelques, Il n'y a aucun problème. Dans quelques instants, tout de suite après. Pas trop longtemps, sinon je commence à me déguster. Non, restez s'il vous plaît, c'est très très intéressant. Allez, on va continuer, on parlera de films pour les cinéphiles. Alors oui, pour Cap vers l'Ouest algérien, donc un très beau film sera diffusé à Oran. Ouais. Donc c'est Le voleur de bicyclette, c'est un film qui est sorti en 1948, c'est un film qui est italien. Donc ça parle justement d'un homme qui, après 2 ans de chômage, Antonio, après 2 ans de chômage, trouve finalement un emploi de colleur d'affiches. Seulement, il se fait voler son vélo et c'est un outil indispensable pour son emploi, et de là commence une très jolie histoire. Donc ce film, Le voleur de bicyclette, est prévu le 7 décembre, donc samedi 7 décembre à Oran, et c'est à l'initiative justement de l'association Bel Horizon. Et ça se passe au siège de Bel Horizon à Oran. D'accord. Donc pour la projection du film. Et puis, toujours toujours un deuxième film pour les cinéphiles, c'est Le Mans 66. Pourquoi Le Mans 66 ? Ça parle de justement la fameuse course, les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans de l'année 1966. Et donc elle est tirée d'une histoire vraie. Donc où Ford avait demandé à des ingénieurs très excentriques américains de tout faire pour créer la voiture qui devait justement détrôner la Ferrari pendant cette course. Je ne vais pas spoiler le film, je ne dis pas si elle a réussi à la détrôner. Donc ça retrace. Voilà. C'est un film qui m'intéresse. Très passionnant. Oui. Et aussi pour tous les adeptes des sports mécaniques aussi, j'imagine. Ça parle de véhicules et de. Vous aimez les sports mécaniques ? Oui, j'ai pris part à quelques compétitions il y a quelques années. C'est très intéressant. D'accord. Oui.
Donc voilà, donc pour les adeptes, les amoureux de sport mécanique, ça retrace l'histoire des courses, de cette fameuse course des 24 heures du Mans de l'année 66. Et du 7e art, on passe au théâtre. Ah pardon, ça se passe donc? Ça se passe à la salle Ibn Zaydoun. L'information la plus importante. La plus importante, oui, on attend ça. À la salle Ibn Zaydoun, c'est tous les soirs. Ça a commencé déjà, donc c'est à partir d'aujourd'hui. Et c'est tous les soirs jusqu'au mardi 10 décembre. À partir de les horaires, il faut voir justement le programme sur Internet parce que ça dépend. Il y a des soirs où ça passe à 18h, d'autres à 20h, mais c'est tous les soirs. Ah, c'est génial. Voilà, jusqu'au 10 décembre. Merci pour le partage. Voilà, à la salle Ibn Zaydoun. Le Mans 66. Vous avez l'info. Je vais y aller avec mes pop-corn. Voilà. Tout à fait. Et là, on passe aux amoureux du 4e art. Donc, au théâtre, on a 2 pièces de théâtre qui sont prévues également pour ce week-end. Donc, on va à Betna, au théâtre régional de Betna. On a une première pièce, Rahin, qui est prévue justement avec une mise en scène de Shawqi Bouzid, qui est prévue samedi 7 décembre à 16h. Et puis, on a là en avant-première la pièce de théâtre Zawish, Le Moineau, qui est prévue justement au TN1, qui passe au TN1 d'Alger à partir de 18h. Ça, c'est prévu pour demain. Donc, en avant-première, c'est demain et ça raconte alors, je vais raconter un petit peu ça raconte un grand moment de solitude d'une vieille dame. C'est une discussion qui se passe au téléphone. Donc, c'est un homme qui, inconscient, se transforme en un être maléfique et qui appelle une vieille dame au téléphone. Il appelle, il retrouve son numéro. Elle a mis une annonce pour dans le journal. Voilà, dans le journal. C'était son seul tort. Sans seul tort, et voilà. Et puis s'ensuit une discussion et cette vieille dame vit un grand moment de solitude à travers cette discussion téléphonique. Donc c'est Zawish Rahin qui passe demain en avant-première, demain 5 décembre, au Théâtre National d'Alger, à partir de 18h. Voilà pour les bons plans. Et puis il y a d'autres bons plans. Ce ne sont pas les seuls, il y en a tellement. Donc il y a d'autres bons plans pour enfants aussi. Pour enfants, des programmes qui sont prévus. Les activités pour enfants au centre culturel Aïssam Saoudi du CND. On va peut-être pouvoir suivre le reportage dans nos prochaines émissions. Mais voilà, donc on a fini avec les bons plans. Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour le week-end aussi. Pour le week-end, oui. On se retrouvera dimanche pour la suite. Pour la suite des bons plans de la semaine. Mais merci beaucoup. De rien. Merci pour ces bons plans. Merci. Ça intéresse énormément Dia aussi, qui voulait quand même d'aller voir le film. Oui. Voilà, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Il y a de la musique, il y a des films, il y a des ateliers, de la musique, quand même une semaine assez chargée. Oui. Voilà. Bon, Dia, avec vous, on va parler de la vitamine C. On va parler énormément de l'orange. Tout à fait. Que vous avez... Vu le programme chargé de la semaine, on a besoin de se doper quand même aujourd'hui. D'être en forme pour sortir. Forme, exactement. Et il fait froid, c'est la grisaille. On a besoin quand même d'un petit soleil. Et la forme en ce moment, c'est la vitamine C. Exactement. Elle est présente actuellement sur le marché, donc accessible à différents prix. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler du nutriment, en fait. Elles sont bonnes, cette orange, si tu veux. Et en plus, elle est juteuse. On va parler donc du nutriment en fait de la vitamine C qu'on retrouve souvent dans les cosmétiques, dans les produits cosmétiques, et elle a quand même des effets qui sont quand même puissants puisque ça reste quand même un antioxydant, donc qui protège la peau. Elle contribue à réduire également les rides d'expression puisqu'elle contribue à la production du collagène. Également, elle améliore l'apparence de la peau, surtout durant l'été, puisqu'on s'expose au soleil, etc. Donc, la peau est généralement endommagée. Donc voilà, donc on fait recours à des produits. C'est un anti-tache également. Un anti-tache. Alors, présente à plus de 10%. Oui, ça peut être également un bon facteur pour réduire les taches, réduire les rougeurs, pour les peaux plus ou moins sensibles. Et ça convient donc à tous les types de peau, j'allais dire, même les plus sensibles. Presque, exactement. Presque à tous les types de peau. Après, comme on en parlait tout à l'heure, il faudrait un petit peu éviter les peaux qui présentent une petite allergie, de l'eczéma, des verrues, etc. L'irritation. L'irritation, exactement. Éviter de l'utiliser près des yeux également. Donc, du coup, on connaît aussi sur le marché plusieurs produits cosmétiques qui sont enrichis donc, en vitamine C et vitamine E. On peut en trouver
Exactement, dans les sérums qui sont excellents pour les peaux grasses, pour les peaux ternes, pour donner plus d'éclat, plus de luminosité à la peau. Également, nous avons les ampoules qu'on peut appliquer le soir. Donc, c'est des ampoules de vitamine C. En fait, c'est des produits cosmétiques qui sont enrichis donc en vitamine C et en vitamine E, qu'on applique généralement le soir sur une peau qui est déjà nettoyée. Bien sûr, c'est très important. Et le soir aussi, parce qu'on a ce renouvellement de la cellule. Donc, généralement, ces ampoules, elles ont une concentration de 5 à 20% de vitamine C et vitamine E, qui ont des propriétés donc hydratantes et voilà, qui réparent. Tonifiantes, peut-être. Exactement, qui tonifient également le. Alors, les produits qui contiennent de la vitamine C sont souvent, c'est-à-dire, ils protègent du soleil, à ce qu'on dit. Ils protègent du soleil, ils réparent une peau qui est endommagée par le soleil. Parce que se passe-t-il au fait? Le fait de s'exposer au soleil, donc que ce soit pour les cheveux ou la peau, comme je l'explique souvent, on est exposé à des comment on appelle ça, à des agressions, des UV, à des rayons. Merci, des rayons donc UVA, UVB, exactement. Oui. Et l'UVA, elle peut endommager énormément donc la fibre capillaire et la peau. Donc on a un vieillissement prématuré de la peau. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez, on ne peut plus vraiment se protéger tellement avec la couche d'ozone, tous les problèmes climatiques. C'est vrai qu'on est vite très exposé agressé, exactement, agressé donc par le soleil. Effectivement, donc la vitamine C ou les produits qui contiennent de la vitamine C, donc ils aident un petit peu à réparer ces peaux qui sont endommagées. Une deuxième couche de défense, c'est-à-dire après un écran solaire, bien évidemment. Bien sûr. On peut utiliser un écran solaire et un produit donc à base de vitamine C qui apporte une deuxième couche de protection tout à fait. contre voilà, justement tout dépend du degré, bien sûr. Il ne faut pas non plus avoir un coup de soleil et voilà. Sinon là il faut passer à la tomate. C'est un autre, c'est un autre sujet. Voilà. Mais dans l'ensemble, oui. Et également, on a des crèmes aussi, des crèmes qui ont des propriétés anti-vieillissantes où on retrouve également donc la vitamine C. Voilà. Alors, pour l'utilisation, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on utilise de la vitamine C. C'est vrai qu'on la trouve souvent dans les cosmétiques, mais également, on peut l'opter pour des alternatives maison. Voilà. Des recettes de grand-mère. Exactement. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai apporté un petit peu la cuisine sur le plateau. On va partager avec vous quelques recettes. Mais bon, il faut savoir également que l'application de la vitamine C ou le soin de la vitamine C, il correspond plus à des personnes qui ont 30 ans et plus. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où généralement la peau, elle par rapport aux agressions auxquelles on est exposé, elle vieillit prématurément, etc. Et on avait dit que la vitamine C, elle contribuait donc à la production du collagène. Donc c'est un très bon effet. Un allié anti-rides. Exactement. Des meilleurs anti-rides et les rides d'expression, parce qu'on a tendance toujours à parler, à s'exprimer, etc. Donc on a toujours les petites ridules au niveau des yeux, au niveau du front, etc. Les personnes, comme on l'avait dit, qui sont gravement endommagées donc, par le soleil, et également les personnes qui ont aussi un visage, on va dire une peau terne, un air un petit peu fatigué, etc. On peut également donc profiter directement des bienfaits de la vitamine C. Ce qui se fait aussi, pour toutes celles qui ont parfois des crèmes ou des sérums, elles peuvent également ajouter de la vitamine C à leur crème de nuit ou crème jour. Donc on parle de cette pastille, ce comprimé-là que pratiquement tout le monde connaît, c'est de la vitamine C effervescente, qu'on peut également ajouter dans sa crème ou dans son sérum et l'appliquer le soir. Voilà. Donc comment on peut l'ajouter en poudre? Voilà, tu peux la réduire en poudre ou bien franchement tu peux la diluer avec un tout petit peu d'eau. On va voir ça tout à l'heure. Un tout petit peu d'eau et puis la rajouter avec sa crème et on peut l'appliquer. Donc là on profite directement du bienfait de la vitamine C sur la peau qui va l'absorber parce qu'au fait le soir, comme je l'ai dit, on a ce renouvellement du derme. Et c'est ce qui est excellent. Alors vous êtes en train de parler des bienfaits juste avant les démonstrations que vous allez nous faire, donc des bienfaits de la vitamine C sur la peau. Est-ce qu'il existe des bienfaits sur les cheveux de la vitamine C?
Vous avez parlé de la fibre capillaire tout à l'heure. Je parlais au fait des UVA exactement, qui agressaient la kératinisation de la fibre capillaire. C'est pour ça qu'il faudrait un petit peu donc protéger ça. Pour l'orange, généralement, bon, on l'utilise pour la peau. Le visage, surtout le cou. Oui. Alors pour les cheveux, généralement pour le cuir chevelu, on préfère aussi les vinaigres. On en avait parlé la fois passée. Les huiles également. Exactement, des huiles essentielles, mais en petite quantité qu'on peut combiner. Le romarin. Après, tout dépend également de de la solution qu'on veut apporter au fait au niveau des cheveux, au niveau du cuir chevelu. C'est un cheveu sec ou pas, c'est un chevelure gras ou pas. Et là, au fait, chaque ingrédient ou chaque nutriment correspond à un petit problème donné, je dirais. Voilà, c'est d'accord. On y va avec les recettes de grand-mère. Donc aujourd'hui, voilà, donc on a des oranges. Oui. On a, alors je vais juste reprendre mes petites recettes rapidement comme ça. Le yaourt, le miel ou l'huile? Le miel. Je suis en train de deviner. Le miel et les abeilles. On n'a pas les abeilles aujourd'hui. Alors très bien. On va avoir, je crois, trois recettes à la maison. Donc la première, ça va être une recette de masque raffermissant pour redonner plus d'éclat à la peau. Exactement. Et pour cela, donc j'aurai besoin de mon œuf. Voilà, on connaît les propriétés des œufs. Voilà. On va également avoir besoin du miel. Miel qui est hydratant, qui est bon pour exfolier le visage. Il a également des propriétés antibactériennes, etc. Et nous allons avoir besoin de notre petite pastille. Voilà. De vitamine C. Exactement. Donc je vais mettre la pastille, je vais essayer de la dissolver, donc avec un peu d'eau, franchement. Donc alors je prends un tout petit peu. Oui, un tout petit peu. Il ne faudrait pas que ce soit juste pour donner un peu. Voilà. Voilà, je vais laisser. Voilà, le temps. Ça commence, exactement. Je ne sais pas si on arrive J'ai entendu. Voilà. Ça pétille. Hein. Voilà. On a l'impression que c'est les fêtes bientôt. Je vais prendre mon ramequin. Je vais essayer donc d'utiliser le jaune. Hein. On utilise le jaune, donc on va essayer de se débarrasser du blanc. Je vais essayer de faire ça. Donc le jaune, c'est pour proprement. C'est ça? Pour apporter de l'hydratation. On en avait parlé la fois passée. Tu te rappelles avec le café. Alors on va faire ça. Qu'avec le jaune très proprement, voilà. Je ne vois pas sans mes lunettes, mais je pense que ça va, on y est. Hein. Ça va très bien. Super bien. On va mettre ça de côté, exactement. On va prendre donc notre cuillère à soupe de miel. Une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe. Donc un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de miel. Voilà, on peut voir ici. Parfait. Je vous donnerai à goûter par la suite, je sais que vous avez faim. On cesse de parler des propriétés du miel, donc antibactérienne, cicatrisantes. Tout à fait. Hydratante aussi, non? Oui, hydratante. Ça hydrate également. Exactement, pour exfolier, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Pour exfolier la peau également, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Hein. Voilà, on va laisser ça donc se dissoudre. En attendant, voilà, entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire également? Je vais préparer mon jus de citron, donc je vais utiliser donc une orange. Pour un deuxième masque? Oui, pour un deuxième masque. Nourrissant, c'est nourrissant, tout à fait. On a besoin de 2 ingrédients, donc juste le temps au fait que la pastille se dissolve. On va juste préparer un autre jus de citron qu'on aura à utiliser pour une autre... oui, jus d'orange, pardon. Jus d'orange, banane. Jus d'orange, banane, jus d'orange de... Et donc la peau, on la jette. On utilise uniquement le jus pour les masques et tout ce qui est bien. Oui, aujourd'hui, on va parler principalement du jus d'orange, mais on peut également utiliser donc la peau, l'écorce de l'orange. Il a aussi plusieurs bienfaits, des avantages antioxydants également. Elle apporte beaucoup de calcium. On peut la consommer sous différentes préparations. D'accord. Donc que ce soit en infusion, ou bien en dessert, ou bien en plat salé qu'on peut préparer également. Donc, pour revenir à ça, donc je préfère qu'on choisisse au fait une orange à peau fine pour pouvoir profiter au fait des jus, du jus de l'orange. Donc, je vais venir ici, je vais essayer de couper, voilà, mon orange. Je vais la presser. Exactement. Voilà. Vous êtes en train de noter, Dalia, non?
Dalia, je crois qu'elle a déjà utilisé une des recettes que j'avais partagées. C'est bien ça? Souvent, c'est vrai que je retiens. Je retiens, je suis une bonne élève. C'était quoi comme recette que tu avais déjà utilisée? C'était pour les cheveux. Excellent. C'était pour les cheveux secs. Donc, c'était une recette justement avec des œufs, du miel et tout. C'est vrai que c'est très efficace, radical, je dirais. C'était un masque? Oui, c'était un masque pour les cheveux. D'accord. Voilà, donc je vais ajouter donc mon comprimé avec de vitamine C avec le miel. Avec la première préparation, exactement. Oui. Je mélange jusqu'à obtenir donc une texture. Vous voyez un petit peu? Ce qui est bien pour les gens qui nous regardent, c'est qu'ils peuvent préparer en même temps s'ils ont ces petits ingrédients. Je ne sais pas si on arrive à voir. Généralement, on a un petit plan voilà, sur la texture voilà, que nous avons. Enfin, cette couleur orangée déjà. Oui. Et puis ça sent bon. Hein. Voilà. J'imagine. Voilà, on peut l'appliquer. Pardon. Je vais prendre juste une goutte juste pour expliquer. Je ne peux pas mettre sur ma peau parce qu'elle est maquillée. Et on avait dit que les masques, on les appliquait sur une peau qui était propre. Voilà, donc j'ai cette texture-là, vous voyez. On applique sur le visage, on laisse poser une trentaine de minutes et on rince à l'eau tiède. On peut effectuer au fait cette préparation 2 à 3 fois par semaine. Je vais faire passer en attendant que je prépare. Tu peux sentir la bonne odeur, voir la texture. Je ne te demanderai pas de goûter parce qu'il y a du jaune d'œuf. Il y a du jaune d'œuf. Voilà, je te donnerai à goûter celle-ci. Elle est bonne avec du miel. On aura besoin ça sent bon en tout cas. Ouais. On aura besoin donc pour ce masque nourrissant du miel et notre jus d'orange. Pardon, je vais y arriver tout de même. Alors, on a 2 minutes. Parfait, rapidement. Voilà, j'ai mon jus. Hop. Voilà. Je rajoute mon miel. Le miel. Donc le jus d'une orange. D'une demi-orange. Oui, d'une orange. D'une orange. Mais là, bien sûr, on est sur le plateau. Avec une cuillère à soupe de miel. Pardon, une cuillère à soupe de miel. Et la texture reste liquide, un peu plus visqueuse. Un peu plus visqueuse. Voilà, tu as le miel, etc. Et tu peux appliquer effectivement. Voilà, je peux faire passer, tu peux faire passer. Donc ça, c'est pour... ça, c'est le masque nourrissant. Exactement. D'accord. Parfait. Et le dernier je vais rapidement préparer. Super bon. Voilà. C'est un masque dont tu avais parlé contre les taches, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent au fait des taches pigmentaires, etc. Oui. Donc là, j'aurais besoin d'un yaourt nature. Et là, on laisse poser 20 minutes. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes, 20 minutes, ça dépend de la sensibilité de la peau. Hein, on l'avait dit, on évite quand même. D'accord? En tout cas, ça sent très très bon. Voilà, j'ai ma cuillère qui est chez vous. Donc dans ce cas-là, je vais prendre je prends 3 cuillères donc, de yaourt nature. 3 cuillères à café de yaourt nature. Oui, parce que je n'ai pas la cuillère à soupe, donc l'équivalent, je dirais. D'accord? L'équivalent d'une cuillère à soupe. Oui, alors je prends une cuillère à soupe, puisque ma cuillère à soupe elle est déjà utilisée. J'ai utilisé. Confisquée. Elle est confisquée. Hein. Voilà, je vais utiliser mon jus de d'orange. Je vais y arriver quand même, voyons. Ah bah, il faudra nous faire un numéro avec le citron. Ah là là, oui, ça là, je me fais des devoirs. Voilà. Alors, une orange, le jus d'une orange. Exactement. Et une cuillère à soupe de yaourt nature. Exactement, qui va apporter de l'hydratation à la peau. D'accord. Voilà. Et que je vais rajouter à ma préparation. On rappelle que c'est une recette pour c'est un masque pour les taches. Hein. Pour les Toute taches. Simple. Exactement. Toute simple. Voilà. On dirait que j'ai ma petite crème de jour. Hein. Oui. Et puis ça ne demande pas beaucoup de... C'est des ingrédients que nous avons dans notre cuisine. Tout à fait. Vous voyez? Et puis ça sent tellement bon. Exactement. C'est comme si nous avions donc notre crème du jour qu'on peut on laisse poser. Appliquer exactement sur le... On laisse poser une trentaine de minutes. Une trentaine de 30 minutes, voilà, le soir, également. toujours sur une peau démaquillée. J'espère que c'est clair. Voilà. Vous allez les essayer. Voilà, on va les essayer. Donc, 3 masques aujourd'hui, 3 recettes aujourd'hui pour le plus grand bien de votre peau, justement, à la vitamine C. C'est le moment d'en profiter. C'est la saison des agrumes. Merci, Dia. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour les bons plans du week-end. Je vous en prie. Merci Dalia, à vous. merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine avec plaisir, les filles. Quant à nous, c'est déjà fini. Bonjour d'Algérie. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin, Inch'Allah, si tout va bien, donc entre 8h et 9h30, toujours sur Canal Algérie. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire, c'est important. Salam.